Bienvenue à tous les futurs bacheliers 2024. Donc, toutes options confondues, SVT, PC, Sciences Maths. Je vous propose 2 exercices supplémentaires sur les ondes. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez le cours, vous avez tous les anciens bacs corrigés, que ce soit pour sciences physiques, que ce soit pour sciences maths. Vous avez les sujets corrigés en entier. Et je complète par quelques exercices. Donc celui-là, je propose 2 exercices. Un sur les ondes sonores. C'est en fait baccalauréat 2017, option aéronautique. Donc on va parler un peu des radars de recul de voiture. Donc on vous dit, pour faciliter le stationnement, donc on utilise un capteur qui facilite le contrôle de l'environnement et qui permet, le contrôle peut aller jusqu'à 2 mètres. Donc atteindre les objets qui sont à 2 mètres d'une voiture, derrière une voiture. Bon, une voiture est équipée d'un système comportant un émetteur et un récepteur d'ultrasons, placés côte à côte. Ça c'est important, où ils sont placés. Vous avez l'émetteur et vous avez le récepteur, ils sont placés à la même position derrière la voiture. Ensuite, vous avez un obstacle. Ici, l'obstacle. L'obstacle hajiz. Donc l'émetteur va envoyer une onde et elle va être réfléchie par l'obstacle et elle va être reçue par le récepteur. L'émetteur et le récepteur. D'accord? Donc quand on voit des ultrasons sous forme de salve, yani, des ondes qui sont, voilà ce qu'on appelle un salve, des ondes qui sont limitées dans le temps. Ces ultrasons sont captés par le récepteur après réflexion sur un obstacle situé à la distance d. D. Voilà les données. La vitesse des ultrasons dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Et l'oscillogramme ci-contre donne le signal émis et le signal reçu par le récepteur. Voilà le signal émis et le signal reçu. Même si j'ai petite question sur cette figure, mais bon, si on essaie de calculer la période des ultrasons, on ne voit pas, donc c'est pas supérieur à 20 kHz. Peut-être il y a un petit problème d'échelle ici. Bon, mais ça ne va pas influencer la réponse aux questions. Donc, déterminer graphiquement le retard temporel entre le signal émis et le signal reçu. Bien sûr, le signal émis, c'est le premier. Voilà le signal émis. Voilà le signal reçu. Le retard temporel, soit vous prenez entre le début et le début, ou bien entre la fin et la fin. Donc, voilà, c'est le retard temporel, c'est tout. Donc, vous voyez bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 1,5, c'est 3,5. Donc, 6 fois 3,5, ça vous donne un retard de 9 millisecondes. Calculez la distance qui sépare l'obstacle et l'émetteur. Donc là, il faut faire très attention. Donc, vous avez la voiture, vous avez l'émetteur. Donc, l'émetteur, il va envoyer l'onde qui va être réfléchie par l'obstacle et il va être reçu par le récepteur. Donc, vous avez une distance D, il y a 2D. Donc, quand l'émetteur et les récepteurs se trouvent à la même position, c'est le cas d'échographie, vous avez aussi l'émetteur, c'est le même que le récepteur. Faites attention, la distance, c'est 2D. Donc, la vitesse, c'est 2D sur taux. Donc, 2D, c'est la vitesse fois taux. Et ça vous donne 3 mètres. Donc, D égale 1,5 mètres. Donc, vous voyez bien que, et on nous dit dans l'exercice, de l'ordre de 2 mètres. Donc, vous avez déjà un ordre de grandeur. Donc, D, la distance où se trouve l'obstacle de cette voiture, c'est combien? C'est 1,5 mètres. Bien. Question suivante. On considère un point M du milieu de propagation qui se trouve cette fois-ci à une distance D sur 2. Donc vous avez un obstacle M qui se trouve à une distance D sur 2. Quelle est l'expression de l'onde dans l'élongation de M en fonction de l'élongation de l'émetteur? L'élongation de M en fonction de l'élongation de l'émetteur. Donc, on considère, je relis, un point M du milieu de propagation qui se trouve à la distance émetteur, point M D sur 2 de l'émetteur. Donc, c'est-à-dire, vous avez la voiture, vous avez un point M qui se trouve à la distance D sur 2. Donc, quelle est l'expression de l'élongation du point M en fonction de l'élongation de l'émetteur? Ça veut dire qu'il faut déterminer le retard temporel entre le point M et l'émetteur. Donc, ça, c'est en général T moins
taux prime. Et là, il faut faire attention. Donc, vous avez l'émetteur, il va envoyer l'onde. Donc là, normalement, Y de M, la distance entre l'émetteur et le point M, c'est D sur 2. Ah, donc l'onde qui va arriver à un point M ici, donc il va être reçu après un parcours de D sur 2. Donc la vitesse, ça sera D sur, je note taux prime, le retard entre le point M et le R. Donc la vitesse c'est D, c'est SM si vous voulez, sur taux prime. Avec SM c'est D sur 2. Donc ça sera D sur 2 taux prime. Or ici taux, hein, on le dit de l'exprimer en fonction de taux entre l'émetteur et les récepteurs. Donc taux c'était 2D sur V. Donc vous voyez bien que, donc là on va dire taux prime, donc taux prime est égal à D sur 2V. Donc c'est en fait taux sur 4. Donc vous voyez c'est taux sur 4 et non pas taux sur 2. Donc taux sur 4 parce que ici l'émetteur, donc voilà le point M se trouve ici. Donc vous avez ici uniquement une distance de D sur 2. Bien. Je passe à un exercice encore plus intéressant, c'est un exercice sur la diffraction par un tamis. Un tamis, c'est tout simplement une espèce de ghorbal. Un ghorbal avec des trous carrés et qui sont de très très petite taille. Donc on vous dit un faisceau monochromatique dont longueur d'onde lambda 0 égale à 532 nanomètres se propage dans l'air et se dirige vers un tamis. Voilà le tamis, notre ghorbal. À maille carrée, on observe, voilà la figure de diffraction qu'on observe. Hein? Donc vous voyez bien que vous avez des taches sur verticales et des taches horizontales. C'est normal, vous avez des fils verticales qui vont donner des taches horizontales et vous avez des traits horizontaux qui vont donner une figure de diffraction verticale. Donc la tâche centrale est un carré. Donc la tâche centrale est un carré de côté L. Donc vous voyez bien, cette tâche-là, c'est de côté L. Le laser est placé à la distance D. Bon, voilà, cette distance n'intervient pas dans le calcul parce que vous pouvez changer la distance du laser, il ne va rien changer. La distance entre le laser et le trou n'intervient pas dans la diffraction. Ce qui intervient, c'est la distance entre le trou et l'écran, c'est grand D. Donc ce petit D-là n'a aucun intérêt dans l'exercice. Bien. Donc un tamis de maille carrée possède les propriétés de diffraction identiques à celles du fond de Young. Voilà les questions. Donc, on va essayer de répondre. Quel caractère de la lumière l'apparition d'une figure de diffraction mit-elle en évidence? ما هي الخاصية التي تبرزها هذه التجربة؟ Donc خاصية هي caractère ondulatoire de la lumière. Donc خاصية بأن la lumière est une onde. Dans quelles conditions ce phénomène est observable? En général, la diffraction est observable lorsque la fente est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Dans le cas de la lumière, on peut observer toujours des diffractions, même si la fente il peut aller jusqu'à 100 fois lambda. Donc jusqu'à 100 fois lambda, le schéma reste observable. Bien, mais là il suffit de dire qu'on aille de l'ordre de lambda. On considère dans la suite les longueurs d'onde dans l'air. Et dans le vide sont identiques. Donc on suppose dans la suite que les longueurs d'onde lambda dans l'air est égale à lambda dans l'air est égale à lambda dans le vide. Quelle propriété de l'air vis-à-vis de la lumière permet de faire cette approximation? La lumière qui permet de dire que lambda de l'air est égal à lambda de vide. Donc le vide ou bien l'air est un milieu non dispersif. Dispersif, je ne sais pas comment on dit en arabe, milieu non dispersif, d'accord? Donc l'air n'est pas un milieu dispersif, donc on peut considérer que la longueur d'onde dans l'air est égale à la longueur d'onde dans le vide. Si tu as un milieu qui n'a pas cette propriété, le verre par exemple, dans le verre, c'est le cas du prisme, vous avez vu que la lumière à la sortie de prisme, elle est dispersée. Donc c'est un milieu dispersif. Donc le verre, c'est un milieu dispersif, donc la longueur d'onde change. Par contre, l'air, c'est un milieu non dispersif. On peut considérer que la longueur d'onde ne change pas, elle est la même que celle dans le vide. Bien, maintenant rappelez la relation qui lie l'écart angulaire θ à la longueur de lambda et au côté A de la maille.
Bon, ça, c'est question que tout le monde maintenant doit connaître par cœur, cette formule. C'est la base de la diffraction. Vous avez ici la fente de largeur A, vous avez θ, vous avez la tâche centrale. Là, c'est un carré, mais on va représenter ici juste le côté du carré. Et vous voyez bien que tangente θ, qui est de l'ordre de θ, c'est la moitié de la largeur du carré, ou bien le côté de carré sur 2, divisé par la distance D. Et expérimentalement, θ, c'est L sur A. Et on fait l'égalité, donc A est égal à 2 lambda D sur L. Pour une application numérique, on nous donne lambda 532-10-9. On donne la largeur du carré, c'est 2,66 cm. Il faut le transformer en mètres. Et donc, on voit que la fente utilisée ici, c'est de 80 micromètres. Donc, 80 micromètres, ça fait à peu près 90 moins 6, donc 0,08 nanomètres. 0,08 nanomètres. D'accord? Donc voilà la fente. D'accord? Et vous pouvez vérifier ici que, vous voyez, A c'est 80 micromètres, alors que lambda c'était 532 10 moins 9 mètres. Hein, donc lambda c'était 532 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc c'est-à-dire nanomètre tout simplement. Donc on va mettre nanomètre. Donc si je calcule 100 lambda, ça fera 10 à la puissance moins 7, 10 puissance moins 7 mètres, ça veut dire tout simplement 53 micromètres. Et vous voyez bien que 100 lambda, c'est à peu près égal à A. Donc, jusqu'à une ouverture qui est à peu près 100 lambda, on observe toujours la figure de diffraction par la lumière. Hein. Bon, je reviens donc à l'exercice. Donc, on a trouvé A qui est 80 micromètres. Bien, question suivante. Maintenant, on remplace la lumière du laser par une lumière blanche qu'observe-t-on sur l'écran. Donc là, on va observer des carrés hérésie, ce qu'on appelle hérésie. Vous savez que θ, c'est lambda sur A. Donc la lumière rouge, donc la lumière blanche, elle contient toutes les couleurs. Donc vous allez avoir la tache centrale pour le rouge. Toute la tache centrale va être rouge. A va être rouge. C'est celle la plus grande. Ensuite, la longueur d'onde qui est suivante, c'est le vert par exemple. Donc la deuxième tâche qui va être le vert, mais va être de taille plus petite. Plus petite, voilà. Et ainsi de suite. Donc vous voyez bien, donc le rouge va être suivi du vert. Et puis au centre, vous allez voir la superposition de toutes les taches. Et la superposition de toutes les couleurs va vous donner quoi? Une tache claire, une tache blanche. Donc vous allez voir une tache blanche centrale suivie d'une succession de couleurs qui va de la plus petite longueur d'onde jusqu'à la plus grande longueur d'onde. Bien. Maintenant, on fait glisser l'écran. Donc, on déplace l'écran. Donc, vous avez la diffraction. Ça, c'est l'écran. On vous dit qu'on va le déplacer. À vous de savoir est-ce que vers la source ou bien je l'éloigne de la source. Et comment déterminer le sens de déplacement? Par les données. De distance D', la valeur de la tâche centrale devient, donc la surface du carré de la tâche centrale devient S'. Et je vous rappelle, S, la surface d'un carré, c'est L' au carré. Déterminer le sens de translation de la distance D'. Donc on connaît la tâche centrale au départ. Hein. C'était la distance D. Pour la distance D, vous avez une tâche centrale de côté 2,66. Si vous faites 2,66 au carré, ça va vous donner 7 cm². Donc on a déplacé l'écran de telle façon que la surface a diminué. Donc si la surface diminue, dans quel sens on va déplacer l'écran? Bon là, il suffit de revenir sur les formules. Donc vous avez L est égal à 2 lambda D sur A. Bien sûr, 2 lambda et A, ça c'est une constante, ne change pas. Ce qui change, c'est D. Donc pour L, on a la distance D. Et pour L', c'est-à-dire on a une distance D'. Donc il suffit de faire le rapport. Comme S' est égal à 3, il est plus petit que la surface S, donc L', il est plus petit que L. Hein? Donc la surface S', c'est 3,24. La surface S, quand la distance était grande D, c'est donné dans l'exercice, c'est 2,66 au carré, ça vous donne 7. Donc L' plus petit que L, vous voyez bien que c'est L' plus petit que L, donc D' est plus petit que D. Donc ça veut dire l'écran, on l'a déplacé d'une distance D' vers la source. D'accord? Bien. Voilà. Maintenant, on revient à notre position D.
toujours de 2 mètres, et on va remplacer toute la surface entre l'espace entre l'émetteur, entre le trou et l'écran par le plexiglas. Et on vous demande de déterminer l'indice de réfraction du plexiglas. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va remplacer ce milieu par le plexiglas. Plexiglas. C'est un ensemble de plastique. Plexiglas. Donc qu'est-ce qui change? Là, la nature change. Donc qu'est-ce qui change dans la propriété physique de la diffraction quand on change les milieux? Et bien sûr, la vitesse de l'onde va changer, la longueur d'onde va changer. Et bien sûr, la fréquence, elle, ne change pas. Donc, la tâche centrale, puisque la longueur d'onde change, la tâche centrale va changer. Donc, il va devenir L seconde est égal à 2, ou bien L prime est égal, ou bien on va l'appeler L seconde est égal à 2 lambda prime. C'est la nouvelle longueur d'onde de laser dans le plexiglas. D n'est pas changé, la fente n'a pas changé. Donc, ça, c'est la nouvelle longueur dans le plexiglas. Ça, c'est dans l'air. C'est 2 lambda 0 fois D sur A. Bon, si on fait le rapport, L seconde sur LA, et bien sûr, ça va se simplifier, va rester lambda prime sur lambda 0. Et S seconde, c'est L seconde au carré, et S, c'est L au carré. Donc, si je fais le rapport lambda 0 sur lambda prime, ça sera LA, LR sur L seconde. Or, LR, c'est racine carrée de S. Donc, c'est racine carrée de S sur S seconde. Donc, je connais S, c'est 7. Je connais S seconde, c'est 4,25. Donc, S, c'est bien 7. Donc, voilà, S, c'est 2,66, c'est bien 7, oui. Donc, je reviens. Voilà, ici. Donc, voilà, je remplace ici par 7. Et je trouve lambda 0 sur lambda, qui en fait n'est autre que l'indice du plexiglas. Donc, lambda 0 sur lambda de l'air, lambda 0 sur lambda prime sur lambda du plexiglas, c'est l'indice de réfraction. Et petit calcul, sauf erreur, vous allez trouver l'indice de réfraction est égal à 1,28. Voilà. Bien. Pour ceux qui ont oublié pourquoi n égale lambda 0 sur lambda, lambda dans l'air, lambda, qu'on appelle lambda 0, vous avez la fréquence est égale à c, vitesse de l'onde dans l'air, de la lumière dans l'air sur lambda 0, et qui est égal aussi à la vitesse v sur lambda dans le plexiglas. Donc vous voyez bien que lambda 0 sur lambda p est égal à C sur V. Et C sur V, c'est l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, c'est égal à lambda 0 sur lambda dans le milieu. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Voilà, et puis, bon, après le calcul de la célérité de la lumière dans le plexiglas. Bon, il suffit de... J'ai pas fait l'application numérique, je vous laisse le soin de le faire. Donc, vous allez, connaissant NP, vous allez déterminer lambda. Et si vous connaissez lambda, bien sûr. Si vous connaissez n, ça suffit. Donc, n, la célérité, tout simplement. Vous avez n est égal à c sur v. Donc, v, c'est c sur n. Donc, v, c'est c sur np. Voilà la valeur de la célérité. Bien. Maintenant, je passe à la deuxième question. Détermination de la déviation minimale. On va travailler dans un prisme, Mauchour. Hein, son l'angle du prisme est à 4,8 degrés. Rappelez les relations principales du prisme. Montrez qu'au minimum de déviation, et dans le minimum, on vous dit que I est égal à I', montrez que dm est donné par cette relation-là. Et puis, calculer dm. Voilà. Bien, là, il suffit de rappeler donc les 4 relations de prisme. Là, on ne vous demande pas de les démontrer, juste de le rappeler. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur le prisme. Vous avez une vidéo largement détaillée sur l'étude du prisme, hein, comment démontrer ces 4 relations. Donc, l'angle du prisme est donné par R plus R'. Donc, voilà l'angle R, voilà l'angle R'. Vous avez D, l'angle de déviation, c'est I plus I' moins A. Et vous avez les relations de Descartes au point I et au point J. Voilà les 4 relations de prisme. Maintenant, si au minimum de déviation, on vous dit que I est égal à I'. Maintenant, je reviens. Si I est égal à I', donc ça, j'enlève ça, je mets I', c'est I. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir sinus I est égal à N sinus R et sinus I égal à N sinus R'. Donc, sinus R est égal à sinus R'. Donc, R est égal à R'. Donc, si I est égal à I', donc R est égal à R'.
Or, A, c'est R plus R', donc est égal à 2R. Donc, R est égal à A sur 2. Voilà la première relation. Deuxième relation, le minimum de D, c'est I plus I'. Maintenant, I égale à I', donc c'est 2I moins A. Et on vous dit, on utilise des angles plus petits, ça veut dire sinus de I, c'est de l'ordre de I. Donc j'utilise la relation de Descartes, sinus de I est égal à N sinus de R. Et sinus de R, c'est R. Donc je peux remplacer ici I par N fois R. Et je remplace R par 2R par A. Donc ça me donne A fois N moins A. On factorise par A facteur de N moins 1. Or, N, on vient de dire, c'est lambda 0 sur lambda. Donc, vous voyez bien que le minimum de déviation est donné par A facteur de lambda 0 moins lambda sur lambda. Donc voilà. Donc si on mesure expérimentalement l'indice, le minimum de déviation, on connaît A, on peut déterminer la longueur d'onde dans le prisme. Et si on connaît la longueur d'onde, on peut déduire l'indice de réfraction du milieu. Donc c'est une technique, c'est ce qu'on appelle le goniomètre. Donc c'est un TP qu'on peut utiliser pour déterminer l'indice de réfraction d'un milieu. Il suffit de chercher où vous avez le minimum de déviation pour le prisme. Donc ça, on le détermine expérimentalement. Lambda 0, c'est connu. Donc vous pouvez calculer la longueur d'onde dans le prisme. Donc voilà pour ces deux exercices que j'aimerais partager avec vous. J'espère qu'ils vous ont apporté quelques idées sur les ondes. N'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo avec vos amis, la commenter comme d'habitude s'il y a des commentaires, s'il y a des questions. Et likez les vidéos et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez cette chaîne. Il n'est pas encore connu par pas mal d'élèves. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.